Il y a quelque chose qui sabote ta vie en ce moment. Quelque chose qui t'empêche d'avoir les relations que tu veux, le travail que tu veux, la version de toi que tu veux. Ce n'est pas ton manque de talent, ce n'est pas ta malchance, ce n'est pas les autres, c'est ton ego. Et le problème avec l'ego, c'est qu'il ne se présente jamais comme ton ennemi. Il se présente comme ton meilleur ami. Il te dit que tu as raison. Il te dit que tu mérites mieux. Il te dit que les autres ne te comprennent pas. Il te protège. Il te flatte. Il te ment. Et pendant ce temps, il te coûte exactement ce que tu veux le plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 visages de ton ego. 3 masques qu'il porte. 3 façons différentes dont il opère, parfois simultanément, pour te maintenir exactement là où tu es. Et je vais te donner les outils pour les reconnaître. Parce qu'un ego qu'on ne voit pas, c'est un ego qui gouverne. Un ego qu'on voit, c'est un ego qu'on peut apprivoiser. Commençons. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est l'ego. Parce que le mot est galvaudé. On dit « il a un gros ego » pour parler d'un arrogant. On dit « ego trip » pour parler de quelqu'un qui se prend pour le centre du monde. C'est une vision trop étroite, et cette vision trop étroite fait que la plupart des gens pensent que l'ego, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. L'ego, dans le sens dont on va parler aujourd'hui, c'est la partie de toi qui a besoin d'avoir raison. C'est aussi la partie qui a besoin d'être vue, reconnue, validée. Tu sais, cette partie qui se définit par comparaison aux autres. Et puis, c'est aussi celle qui se protège en attaquant, en fuyant, ou même en se diminuant. Ryan Holiday, l'auteur du livre Ego is the Enemy, le définit ainsi: l'ego est une conviction non fondée en notre propre supériorité ou importance. Mais ce n'est pas seulement une idée abstraite ou un concept réservé aux philosophes. L'ego, c'est ce qui s'infiltre dans nos pensées quotidiennes, dans nos décisions, dans la façon dont on se perçoit et dont on perçoit les autres. C'est cette petite voix qui nous dit qu'on mérite plus, ou au contraire, qu'on n'est pas assez. L'ego, c'est ce filtre invisible qui colore toutes nos expériences, souvent sans qu'on s'en rende compte. Mais, tu vois, je vais aller plus loin que lui aujourd'hui. Parce que l'ego, ce n'est pas seulement une question de se croire supérieur. C'est bien plus subtil, bien plus insidieux. Il se glisse dans nos moments de doute, dans nos silences, dans nos envies secrètes. Il se cache derrière nos ambitions, nos peurs, nos regrets. Parce que l'ego ne se manifeste pas seulement dans la supériorité. Il prend 1000 visages, 1000 formes. Parfois, il se fait passer pour de la confiance, alors qu'il n'est que fragilité déguisée. Parfois, il se cache derrière un sourire ou derrière un silence gêné. Il peut même se déguiser en modestie, alors qu'au fond, il brûle d'être reconnu. Il se manifeste aussi dans l'insécurité, dans la comparaison, dans la honte. L'ego, c'est ce qui nous fait douter de notre valeur quand on se compare aux autres. C'est ce qui nous pousse à cacher nos faiblesses, à porter des masques pour ne pas être jugés. C'est ce qui nous fait croire que notre bonheur dépend du regard des autres ou de la validation extérieure. L'ego n'est pas toujours arrogant. Parfois, il est terrorisé. Parfois, il est jaloux. Parfois, il se sent invisible et il souffre en silence. Il peut nous pousser à rabaisser les autres pour se sentir exister ou à s'effacer complètement pour éviter le rejet. L'ego, c'est ce paradoxe. Il veut briller, mais il a peur de l'échec. Il veut être aimé, mais il craint d'être vu tel qu'il est vraiment. Parfois, il est silencieux et corrosif. Il ronge de l'intérieur, sans bruit, comme une goutte d'eau qui creuse la pierre. Il nous empêche de demander de l'aide, de reconnaître nos erreurs, de grandir. Il nous isole, nous enferme dans nos propres histoires, nos propres peurs. Mais dans tous les cas, il te coûte quelque chose. Il te coûte des opportunités, des relations, de la paix intérieure. Il te prive de la joie d'apprendre, de la liberté d'être toi-même, de la capacité à t'ouvrir aux autres.
L'ego, c'est ce qui dresse des murs là où il pourrait y avoir des ponts. Alors, dans les 16 prochaines minutes, on va explorer les 3 visages de l'ego. 3 façons dont il se manifeste dans ta vie, souvent sans que tu t'en aperçoives. 3 pièges dans lesquels on tombe tous, un jour ou l'autre. Mais aussi 3 portes de sortie, si tu es prête à les voir. Le premier, c'est l'ego de l'orgueil, celui qui refuse d'apprendre, celui qui pense tout savoir, qui rejette les conseils, qui se ferme à la critique. Cet ego-là, il te coupe de la croissance, il t'empêche de progresser. Il préfère avoir raison que d'évoluer. Il préfère l'illusion de la maîtrise à la réalité de l'apprentissage. Le deuxième, c'est l'ego de l'insécurité, celui qui refuse de se montrer, celui qui se cache, qui a peur d'être jugé, qui préfère rester dans l'ombre plutôt que de risquer l'échec. Cet ego-là, il te prive de ta voix, de ta créativité, de ta capacité à t'exprimer pleinement. Il te fait croire que tu n'as rien d'intéressant à offrir, alors que c'est faux. Le troisième, c'est l'ego de la comparaison, celui qui t'empêche de te réjouir, celui qui mesure ta valeur à l'aune des autres, qui transforme chaque succès en compétition, chaque échec en humiliation. Cet ego-là, il t'empêche d'apprécier ce que tu as, il te vole ta gratitude, il t'enferme dans une course sans fin. Et pour chaque visage, je vais te donner un outil concret pour le désarmer. Un exercice simple, une pratique à essayer, une nouvelle façon de voir les choses. Parce que l'ego ne disparaît jamais complètement, mais on peut apprendre à le reconnaître, à l'apprivoiser, à ne plus le laisser diriger notre vie. La révélation finale, comme toujours, je la garde pour la fin. Ce sera peut-être la partie la plus inconfortable, la plus dérangeante. Mais c'est aussi là que se trouve la clé. La clé pour transformer ton rapport à toi-même, aux autres et à la vie. Et celle-là, elle va peut-être te mettre mal à l'aise. C'est normal. C'est le signe que tu touches à quelque chose d'essentiel, à une vérité qui dérange mais qui libère. L'inconfort, c'est le début du changement. C'est la preuve que tu es prêt à regarder ton ego en face, sans détour, sans masque. C'est le signe qu'elle touche quelque chose de vrai. Alors, reste avec moi. Ouvre ton esprit, ton cœur, et prépare-toi à voir ton ego sous un nouveau jour. Parce que ce voyage, s'il est parfois inconfortable, peut tout changer. Le premier visage de l'ego, c'est celui que tout le monde connaît, mais que presque personne ne reconnaît en lui-même. L'ego de l'orgueil. Voici comment il fonctionne. Tu reçois une critique, une remarque, un feedback négatif, et avant même que tu aies eu le temps de réfléchir à ce qui vient d'être dit, une réaction surgit. Une résistance, une défensive, une voix intérieure qui dit « Non, c'est faux, ils ne comprennent pas, ils ont tort ». Parfois tu le dis à voix haute, parfois tu gardes ça pour toi et tu souris poliment en hochant la tête. Mais intérieurement, tu as déjà fermé la porte. C'est l'ego de l'orgueil. Et son pouvoir destructeur vient précisément du fait qu'il se déguise en confiance en soi. La vraie confiance en soi, c'est la capacité à entendre « tu as tort » sans que ton identité s'effondre. L'ego de l'orgueil, c'est l'incapacité à entendre « tu as tort » sans que ton identité se sente attaquée. Ce sont deux choses radicalement différentes. Il y a une étude fascinante menée par Carol Dweck, psychologue à Stanford, auteur de la théorie des Growth Mindset et Fixed Mindset. Elle a observé 2 groupes d'enfants confrontés à des problèmes difficiles. Le premier groupe, face à l'échec, se décourageait, évitait les défis, cherchait à protéger son image. Le deuxième groupe, face à l'échec, s'adaptait, cherchait à comprendre ce qui n'avait pas fonctionné, revenait plus fort. L'ego de l'orgueil, c'est le fixed mindset à l'état pur. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu dois déjà tout savoir, que tu dois être parfait, que l'erreur est une faiblesse. Il te pousse à défendre ton image, à protéger ta réputation, à éviter tout ce qui pourrait te faire paraître ignorant ou vulnérable. Mais ce réflexe, aussi humain soit-il,
est un piège. Il te ferme à la nouveauté. Il te fait voir chaque feedback, chaque critique, comme une attaque contre ta valeur personnelle. Il transforme chaque feedback en menace existentielle. Au lieu de voir une opportunité de grandir, tu ressens une alerte, un danger. Ton corps se tend, ton esprit se ferme. Tu cherches à te justifier, à prouver que tu as raison, ou tu te retires, blessé, persuadé que tu n'es pas à la hauteur. Ce mécanisme de défense est puissant, mais il a un coût énorme. Et pour se protéger de cette menace, il fait quelque chose de dévastateur. Il t'empêche d'apprendre. Il t'enferme dans une boucle où tu répètes ce que tu sais déjà, où tu refuses de voir tes angles morts. Tu passes à côté de toutes les occasions de t'améliorer, de découvrir, d'évoluer. L'ego préfère l'illusion de la maîtrise à la réalité du progrès. Alors, comment le désarmer? Comment sortir de cette prison invisible que l'ego construit autour de nous? Comment retrouver la liberté d'apprendre, de s'ouvrir, de grandir, même quand c'est inconfortable? Avec ce que les bouddhistes zen appellent le Shoshin, l'esprit du débutant. C'est une posture intérieure, une façon d'aborder la vie avec fraîcheur, curiosité et humilité. Shoshin, c'est accepter que, peu importe ton expérience ou ton expertise, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est regarder le monde avec des yeux neufs, comme si chaque instant était une première fois. C'est l'art d'entrer dans chaque situation, même dans les domaines où tu es expert, avec la curiosité et l'ouverture d'un novice. C'est reconnaître que la maîtrise véritable n'est jamais figée, qu'elle se nourrit de remises en question, d'écoute, d'étonnement. L'esprit du débutant, c'est la porte d'entrée vers l'innovation, la créativité, la croissance continue. L'outil concret, la prochaine fois que tu reçois une critique, d'un collègue, d'un ami, d'un inconnu même, essaie de suspendre ton jugement, juste un instant. Résiste à l'envie de te défendre ou de te justifier. Respire, accueille la remarque comme un cadeau, même si elle pique un peu. D'un partenaire, avant de répondre, pose-toi une seule question. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Même si ce n'est qu'une petite part, une nuance, une intention derrière les mots. Cherche la vérité, même minuscule, qui peut t'aider à avancer. Pas est-ce que j'accepte cette critique entièrement? Pas est-ce que je dois tout changer? Mais simplement, qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui, même à 10%, peut m'aider à voir autrement, à progresser, à m'améliorer? Juste, qu'est-ce qu'il y a de vrai? Même 10%, même une nuance. Cherche-la. C'est là, dans cette recherche honnête, que tu trouveras la liberté de grandir, la force de t'améliorer et la joie de rester éternellement débutant. Le deuxième visage de l'ego est celui que personne ne voit venir, parce qu'il ne ressemble pas à de l'arrogance. Il ressemble à de la modestie. Il ressemble à de la prudence. Il ressemble à du réalisme. L'ego de l'insécurité. Voici comment il se manifeste. Tu as une idée, un projet, une envie profonde de faire quelque chose qui compte. Et au lieu d'agir, tu attends. Tu te dis que tu n'es pas encore prêt. Je veux te parler d'Adam. Adam est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. Brillant, créatif. Une vision claire de ce qu'il voulait construire. Et pourtant, ça faisait 3 ans qu'il se préparait à lancer son projet. Quand je lui ai demandé ce qui l'empêchait de commencer, il m'a dit « Je veux être sûr que c'est parfait avant de le montrer ». C'est une phrase que l'ego de l'insécurité adore, parce qu'elle semble raisonnable. Mais ce qu'elle dit vraiment, c'est « Je préfère ne jamais essayer plutôt que d'essayer et de me révéler insuffisant ». La psychologie a un nom pour ce mécanisme. L'auto-handicap. C'est un phénomène fascinant, souvent invisible, qui touche chacun de nous à un moment ou à un autre de notre vie. Imaginez-vous devant un défi important, une opportunité qui pourrait tout changer. Plutôt que de foncer, une petite voix intérieure vous pousse à saboter vos propres chances, parfois sans même que vous en ayez conscience. Ce mécanisme est bien plus courant qu'on ne le pense, et il se manifeste dans de nombreux aspects de notre quotidien. L'auto-handicap, c'est la tendance à créer des obstacles à sa propre performance pour avoir une excuse en cas d'échec. Par exemple,
On procrastine avant un examen, on ne s'entraîne pas assez avant une compétition, ou on arrive mal préparé à une réunion importante. Ainsi, si le résultat n'est pas à la hauteur, on peut se dire « Ce n'est pas parce que je ne suis pas capable, c'est parce que je n'ai pas vraiment essayé ». Ce comportement nous protège temporairement de la douleur de l'échec, mais il nous prive aussi de la possibilité de réussir pleinement. Brené Brown, chercheuse en vulnérabilité à l'Université de Houston, a passé des années à étudier ce mécanisme et ses conséquences sur notre vie personnelle et professionnelle. Elle a interviewé des milliers de personnes, analysé des centaines d'histoires et a découvert que l'auto-handicap est souvent lié à notre peur profonde d'être jugé, rejeté ou de ne pas être à la hauteur. Selon elle, c'est en acceptant notre vulnérabilité que nous pouvons commencer à désamorcer ce réflexe d'auto-sabotage. Sa conclusion est sans appel. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une force, une capacité à s'ouvrir, à prendre des risques, à accepter l'incertitude et à avancer malgré la peur. Oser être vulnérable, c'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas toujours réussir du premier coup, mais de continuer à essayer, à apprendre, à grandir. La vulnérabilité, c'est la mesure exacte du courage. Mais alors, comment désarmer l'auto-handicap et oser se lancer, même imparfaitement? La réponse réside dans l'action, dans le fait de faire le premier pas, même si tout n'est pas prêt, même si le doute persiste. C'est accepter de montrer ses failles, ses essais, ses erreurs, et de s'exposer au regard des autres. Pour cela, j'aime utiliser ce que j'appelle la règle du brouillon public. Lance quelque chose d'imparfait, montre quelque chose d'inachevé, partage une idée qui n'est pas encore aboutie. C'est dans cette exposition à l'imperfection que l'on apprend le plus, que l'on progresse et que l'on se libère du poids du regard des autres. Oser montrer ses brouillons, c'est aussi inviter les autres à participer, à donner leur avis, à enrichir notre démarche. Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, a une formule que j'aime profondément. Si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard. Cette phrase nous rappelle que l'essentiel n'est pas la perfection, mais le mouvement, l'audace de commencer, même si tout n'est pas parfait. En osant avancer malgré nos peurs, nous transformons l'auto-handicap en moteur de créativité et de croissance. Alors, la prochaine fois que vous hésitez, souvenez-vous, le courage, c'est d'oser être vulnérable et de faire le premier pas, même tremblant. Le troisième visage de l'ego, c'est le plus moderne. C'est celui que les réseaux sociaux ont transformé en épidémie mondiale. L'ego de la comparaison. Il fonctionne comme ça. Tu travailles, tu avances. Et puis, tu ouvres Instagram, LinkedIn, YouTube. Et tu vois quelqu'un de ton âge, quelqu'un de ton domaine, quelqu'un que tu connais peut-être, qui semble être plus loin que toi. Theodore Roosevelt disait « La comparaison est le voleur de la joie ». Il avait raison, mais je veux aller plus loin. La comparaison n'est pas seulement un voleur de joie, c'est un voleur de direction, parce qu'elle te fait regarder où sont les autres au lieu de regarder où tu vas. Toi, tu compares ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Comment le désarmer? Avec deux pratiques complémentaires. La première, c'est la comparaison verticale. Au lieu de te comparer aux autres, comparaison horizontale, compare-toi à toi-même d'il y a un an. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle la joie empruntée. La prochaine fois que tu vois quelqu'un réussir, transforme-le en preuve. La preuve que c'est possible. On a vu les trois visages. Et cette racine, la voici. L'ego est le besoin de se prouver quelque chose. Il faut avoir de la compassion pour son ego. Pas de l'indulgence, de la compassion. Comprendre qu'il a été construit pour survivre, pas pour s'épanouir. Marcus Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs.
Réalise cela et tu trouveras la force. Une identité construite au-delà de l'ego, ancrée dans tes valeurs, dans ton processus, dans ce que tu donnes au monde, plutôt que dans ce que le monde te renvoie. Cette identité-là est indestructible. Je t'avais promis une révélation finale qui pourrait te mettre mal à l'aise. La voici. Tu ne tueras jamais ton ego, et tu n'as pas à le faire. L'ego, à la base, est un mécanisme de survie légitime. La vraie question n'est pas « Comment est-ce que je tue mon ego ?» La vraie question est « Est-ce que c'est moi qui pilote ou est-ce que c'est mon ego ?» Ce que je te propose ce soir, c'est une chose simple. Prends un moment et pose-toi honnêtement cette question. Lequel des 3 visages est le plus actif dans ma vie en ce moment? Écris-le dans les commentaires. La prochaine vidéo traite du syndrome de l'imposteur. Prends soin de toi et regarde-toi avec honnêteté. C'est la forme de respect la plus profonde qu'on puisse s'accorder.